très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre mille idées, bienvenue dans ce 1e numéro qui va vous parler d'un livre très intéressant. Comme vous le savez, depuis un moment, il y a une rubrique dans notre émission qui s'adresse spécialement aux jeunes. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger avec un jeune qui n'est plus à présenter, c'est notre consultant. Franck Mongo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc. Et aujourd'hui, nous allons échanger d'un livre intéressant qui intéresse beaucoup de jeunes, Les fiançailles à la loupe. C'est un livre de Jean-Benoît Casterman que nous allons essayer de commenter et puis de nous poser quelques questions afin d'éclairer l'opinion publique sur cette notion de fiançailles. Alors Franck, une question qui vient comme ça, ce serait de savoir c'est quoi les fiançailles d'abord. Alors, merci JM pour cette invitation. Bonjour à tous. Et je ne sais pas ce que je dois dire à propos des fiançailles parce que on s'y trompe un peu souvent. Les gens pensent que souvent le fiançailles est tout simplement, tu fais là de dire à quelqu'un, voilà, veux-tu m'épouser? Parce que c'est par là que débutent normalement les fiançailles. Mais allons droit au but à la définition. Les fiançailles, d'un point de vue du dictionnaire, ce serait l'engagement entre deux personnes qui se promettent le mariage. Et aussi les fiançailles, maintenant au pluriel, ce serait ce temps-là entre cet engagement et le mariage. Mais je dois rectifier une chose sur l'engagement, parce que selon la loi congolaise d'ailleurs, les fiançailles ne sont pas une promesse comme telle. Alors, c'est juste une parole qui peut être rompue. Après, l'État ne nous blâmerait pas pour ça. Tellement de choses, tellement de questions qui naissent partant de ces définitions. Et je me rappelle qu'il y a, je crois, 1 ou 2 ans de cela, il y a eu une loi qui avait été lancée par l'honorable Daniel Baou, concernant les fiançailles, disons que si jamais vous avez promis le mariage à une jeune dame et que 2-3 ans après vous l'avez pas épousé, vous n'avez pas pris un mariage, eh bien vous serez poursuivi pour abus de confiance. Alors là, c'était aussi une loi qui n'est jamais d'ailleurs passée, qui n'a jamais été votée, heureusement, parce que elle entrerait en contradiction avec les lois qui sont déjà préétablies. Parce que selon notre loi jusqu'à présent, les fiançailles n'engagent en rien l'homme à aller jusqu'au bout. Parce que je suis sûr que tout au long de cette émission, nous allons découvrir pourquoi est-ce que les fiançailles ne sont pas obligées nécessairement d'aboutir au mariage. Alors, très chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, attention, cela ne veut pas dire qu'il faut s'élancer à de vaines promesses, pour mettre aux jeunes dames, écoutez, je vais vous prendre un mariage, pour finalement dire, écoute, je me sens fatigué, je résiste, attention. Non. Alors Franck, est-ce que il y a beaucoup d'opinions dans la société. Il y en a qui disent, tiens, pour se marier, il faut être ami d'abord. Est-ce que pour être fiancé, il faut forcément se connaître d'abord, être ami, puis se rapprocher pour... C'est une question assez complexe, parce que je pense que il faudrait le dire de manière générale. Et pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce qu'on désire se marier? Parce que répondre à cette question, est-ce qu'il faut être ami avant d'être fiancé ou ainsi de suite? Je pense que répondre par oui ou non poserait beaucoup de problèmes. Mais je réponds d'abord par oui, il faut être ami. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des problèmes dans leur couple justement à cause d'un petit fait. Voilà, nous sommes en couple, nous nous aimons bien et nous voudrions nous marier un jour. Mais j'entends mon ou ma partenaire me dire voilà, je te présente tel, c'est mon meilleur ou ma meilleure amie. Voilà, c'est un problème très sérieux. Ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est ton partenaire ou ta partenaire. Alors, je considère déjà par ce fait-là que nous sommes obligatoirement d'abord des très bons amis pour être à même capable de vivre pleinement ces fiançailles-là. Parce qu'on n'est pas non plus, je ne sais pas,
juste deux personnes ayant des intérêts communs. Voilà. Donc il faudrait, pour moi, et j'ajoute, nécessairement être amis. Alors, il y a la question que tu viens de soulever, hein, parce que c'est une question qui aborde, qui déstabilise beaucoup de jeunes qui sont en voie de se marier. C'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, parce que forcément, on s'est fait des idées. Est-ce que le fait d'être fiancé, est-ce qu'on doit baisser la garde pour ne pas y être, parce que l'humain est naturellement jaloux, et quand il y a cette relation amoureuse, forcément on dit que le ou la partenaire n'appartient qu'à moi. Est-ce que ce n'est pas par crise de jalousie que parfois le fait de présenter le monsieur ou la dame comme étant son meilleur ami peut créer des idées dans le ou la partenaire jusqu'à ce que ça peut arriver à la rupture? Oui, ça arrive, d'ailleurs, ça arrive. Mais Jean-Marc, je suis sûr que si je dois vous retourner la question, même si je ne suis pas là pour vous poser des questions, vous en conviendrez que la nature de l'homme est jalouse. Et même Jean-Benoît Casterman, à un moment dans le livre, il nous recommande quelque chose pour pimenter notre vie amoureuse. Il demande aux partenaires de ne pas arrêter de se faire la cour. Et il va jusqu'à dire de ne pas arrêter de se draguer. Tu vois? Alors, avec cela, moi, je pense que ça fait en sorte que vous puissiez garder quelque chose qui vous ferait quitter de la routine et qui vous éviterait aussi, par la même occasion, d'être des personnes jaloux ou jalouses. Parce que vous êtes dans un couple, voilà, tu me présentes quelqu'un, tel et tel pour moi. Mais si nous nous sommes habitués à une certaine routine, ça ferait en sorte que je commence à me sentir un peu en danger. Mais si entre nous, ce petit jeu-là, de faire la cour n'a jamais cessé, je suis sûr que je serai en confiance. Et la jalousie est un manque de confiance. C'est la peur que quelqu'un d'autre arrive à donner à votre partenaire, ce que vous ne pouvez plus lui donner. Ah, ok. Et depuis un moment, sur les réseaux, il y a une tendance qui s'est créée, notamment avec les influenceurs, les influenceuses. Ah, ces gens-là. Ah oui. Pour se déclarer fiancé, il faut une mise en scène terrible. On se donne rendez-vous dans un restaurant très chic, on s'habille de manière très chic. Puis, monsieur va faire des courbettes, va s'agenouiller, madame, voulez-vous m'épouser, etc. Et tout. Alors, est-ce que c'est nécessaire de passer toujours par cette étape-là, puisque ça crée telle une communication subliminale, parce qu'il y a des jeunes qui vont voir des femmes ou des hommes qui vont voir pour une fille, je prends l'exemple d'une fille, tu vois une vidéo et elle s'est dit, tiens, pour être déclarée fiancée, il faudrait que l'homme, voilà, moi j'ai vu tel, son monsieur s'est enseigné, j'ai vu tel, a fait ceci, a fait cela. Peut-être que le monsieur n'a pas les moyens de l'inviter dans un très beau restaurant, ou peut-être qu'il ne veut pas faire ça. Est-ce qu'il faudrait forcément suivre cette tendance et faire ce que les autres font pour se déclarer comme étant fiancé ou se demander la main en quelque sorte? Ah, une question très dérangeante, parce que répondre très honnêtement et ouvertement à cette question m'attirerait les foudres de certaines personnes qui nous suivent. Mais je vais y répondre parce que c'est pour le bien de tous. Alors, à cette question, une petite métaphore. Prenons une image. Si il faudrait faire comme tout le monde, alors nous n'avons pas besoin des murs qui entourent nos maisons. Nous aurons juste besoin de prendre nos lits, après nous être mariés, voilà, d'aller sur la place de la Poste. Et voilà, chacun va vivre comme tout le monde. On n'aura pas de secret, on n'aura pas notre propre vie à construire. Alors, à cela, déjà, il faudrait dire que cet acte-là, ce geste-là de poser un genou à terre, c'est un geste qui tue. C'est un geste qui tue, puisqu'il faut le dire, il tue beaucoup de personnes, d'hommes comme de femmes, parce que certaines femmes trouveraient que pour leur demander en mariage, il faudrait nécessairement passer par là. Pour d'autres hommes, je ne dirais pas macho, mais pour d'autres hommes
qui ont une trop grande estime pour eux-mêmes, ils penseraient qu'ils sont en train de quémander, supplier quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Mais alors, à cela, je dois remettre les choses dans leur contexte, notre culture, et d'où est venu cela. Je pense que si on doit bien voir, ça remonte à l'époque des chevaliers. Alors, avant qu'un chevalier n'aille, je ne sais pas, à la guerre, il allait chercher une dame dont il était épris. Alors, il lui demandait ses faveurs. Alors, il descendait de son cheval. Il mettait un genou à terre, présentait soit son javelot, soit son épée. Voilà, un genou à terre. Et la dame, pour consentir à cela, attachait quelque chose. Un petit ruban, une étoffe, à l'épée ou au javelot. Alors, il allait à la guerre serein en se disant, il y a quelqu'un qui m'attend. Je dois tout faire pour rentrer pour quelqu'un. Alors, c'est devenu une promesse, l'engagement. Ça part de là. Alors, bien sûr, avec la mondialisation, il y a ce mélange culturel. On prend tout, mais tout n'est pas utile. Si d'autres trouvent qu'il n'y a pas de mal à le faire, tant mieux. Mais si pour d'autres, cela entre en contradiction avec leur système de valeurs, je ne pense pas qu'ils doivent être blâmés. Ils décident tout simplement de rester attachés à leur culture. Par exemple, chez nous, je ne pense pas qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, nous le faisions. Nous avons vu cela avec les... j'ai oublié le terme, des citoyens qui étaient quand même acceptés par les Blancs. Voilà, ils ont pu voir leur manière, comment est-ce qu'ils vivaient. Les évoluer. Voilà, les évoluer. Ils ont pu voir cela et ils ont rapporté. C'est parce que c'était une marque pour dire que, voilà, j'ai quitté d'un tel niveau, je suis là, je suis évolué. Alors c'est pour ça, si on veut encore se considérer comme évolué, on peut le faire tout comme on ne peut pas le faire. Donc il n'y a pas vraiment de canevas à suivre, hein. On le fait comme on le sent dans son couple et tant qu'on est heureux, pourquoi ne pas le faire? Alors toi, cher ami auditeur, ami téléspectateur, tant qu'on est heureux, c'est ce qui compte le plus. Oui. Alors Franck, il y a une question qui déchire énormément. C'est presque dans la même logique à la précédente, c'est la durée des fiançailles. Il y en a qui se disent, tiens, mais l'autre, ça n'a pris qu'un mois et après, aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais l'autre, c'est 5 ans, 6 ans. Il y en a même qui ont déjà fait 12 ans, 15 ans de fiançailles. Aussi longtemps que ça. Et du coup, ça pose un problème. Parce qu'il y a une sorte de pression sociale qui se crée. Tiens, mais vous, depuis que vous avez dit que vous êtes en fiançailles, finalement, vous faites de la blague ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une durée bien déterminée pour les fiançailles? Non, je ne pense pas qu'il y ait de durée pour les fiançailles. En tout cas, c'est aussi compliqué comme question à répondre, d'autant plus que je ne suis pas fiancé. Alors Jean-Marc, c'est compliqué, mais je pense que les fiançailles, c'est pendant cette période-là où on veut construire des bases solides. On veut construire des bases solides. D'ailleurs, dans le livre, on nous parle de 3 étapes. Il y a la communion des esprits, des cœurs et des corps, bien sûr. Si vous êtes capable de construire cette communion-là en une semaine, si vous en êtes capable, alors vos fiançailles n'auront duré qu'une semaine. Mais s'il vous faut du temps, s'il vous faut 10 ans pour construire cette communion-là sans laquelle vous ne saurez avoir un foyer solide, stable, eh ben, vous allez faire 10 ans de fiançailles. Donc les fiançailles dépendent des personnes, des couples à d'autres. Voilà. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans la famille et la place des parents dans ces fiançailles-là. Depuis un moment, il y a des téléréalités qui existent maintenant, l'Amérique, l'Europe, pour l'Asie, c'est pas très souvent vu. Et dans ces téléréalités, ce sont de jeunes de la vingtaine, 25, donc 20, 28 ans, qui se mettent ensemble, ils décident de se mettre en couple. Ils vont louer un appartement, voilà, studio quelque part, et puis ils évoluent comme ça, jusqu'à ce qu'un enfant ait des enfants, puis finalement ils décident de se marier, ils se marient.
avec ou sans consentement des parents, d'après ce qu'on voit dans les téléréalités. Et la réalité d'ici, je me rappelle qu'il y a longtemps, c'était les parents qui allaient chercher des fiancés pour leurs enfants. Quelle est la place des conseils des parents quant au choix du conjoint ou de la conjointe par rapport aux fiançailles? Puisque de nos jours, les jeunes se disent c'est tout permis, on fait ce qu'on a envie de faire, c'est nous qui allons dépenser notre argent, c'est nous qui aimons, c'est nous qui allons nous marier, etc. Alors, ce serait vraiment une très grave et grande erreur d'être calqué sur cette conception des choses. Parce que, pour ma part, je considère que les conseils des parents sont très importants. Parce qu'ils ont été mariés bien avant nous. Ils ont une très grande expérience du mariage. Même si le mariage des parents, on peut le voir bien sûr, n'est pas si parfait. Ce n'est pas pour cette raison que vous allez vous passer de leurs conseils. Ils l'ont été avant vous et c'est leur mariage qui a fait en sorte que vous soyez là, que vous puissiez prétendre maintenant à cette vie-là. Alors cela a une place très importante. D'ailleurs, je pense que avant de se fiancer, le jeune homme requiert souvent un conseil de son père. De son père, souvent, voilà, papa, je sens que je suis prêt. Alors, de ce qu'on entendait, la question était est-ce que tu as 6 pantalons, tu as 10 chemises, tu as ceci, cela, est-ce que tu te suffis à toi-même? Alors, il te pose toutes ces questions-là parce qu'il sait ce que cela va demander. Cet acte-là vont engendrer d'autres choses, beaucoup de choses auxquelles souvent peut-être nous ne sommes pas préparés. Mais sur un coup de tête, on se dit bof, voilà, je le fais, c'est tout, je suis libre. On est libre, mais les conséquences, lorsqu'elles seront négatives, néfastes, vont retomber sur la famille qui ne va pas aussi rester mains croisées, bras croisés, parce que nous sommes des Bantous, et le Bantou est attaché à sa famille. Donc la famille viendra toujours prendre soin de l'un des siens. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle dans un des livres du professeur Laurent Michel, où il parle c'est un livre de linguistique, où il va de la définition de certains mots, et c'est de manière culturelle. Il a pris l'exemple du mariage. Il a dit, en Europe, le mariage est défini autrement, et en Afrique, c'est défini autrement. Ce qu'en Europe, aujourd'hui, on dit le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment. Mais alors que ici, chez nous, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas que l'union entre l'homme et la femme qui s'aiment, mais c'est l'union entre deux familles. Donc c'est toute une très grande famille qui va se créer partant de deux personnes. Est-ce que pour considérer ces fiançailles comme réussies, il faut aboutir forcément au mariage? Pour considérer qu'on a réussi ces fiançailles, pas forcément. Donc je suis sans doute en train de choquer plus d'une personne, mais pas forcément. Parce que les fiançailles sont une nouvelle école. Bien sûr, on a l'école maternelle, primaire, secondaire, l'université, ainsi de suite. Alors, pour l'homme, par exemple, il grandirait à prendre les choses en main pour lui dire « Écoute, ma belle, nous nous aimons, mais pour le mariage, il faut beaucoup plus encore que de l'amour. Il y a ceci qui ne va pas. Et si on n'arrive pas à le régler, eh ben, au lieu de se blesser, de se faire du mal, autant mieux en rester là. » Alors moi, je pense que on en ressort grandi si on a bien sûr le courage de tout s'avouer. Et lorsque ça finit en mariage encore, c'est aussi une très bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que forcément, pour que les fiançailles réussissent, il faudrait qu'ils puissent aboutir au mariage. Les fiançailles viennent confirmer notre choix. Est-ce que nous nous sommes trompés ou pas? Ceux qui disent étant mariés, voilà, je me suis trompé, eh bien, ils le savaient. Ils le savaient. À un moment ou à un autre des fiançailles, ils ont dû se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une charge que je ne peux pas supporter et au bout de 15 ans, elle va me couper le bras. Mais bon, tant que je peux encore supporter la douleur, mais avant qu'elle ne me coupe les bras, et tout ça, je vais m'en occuper. Donc je pense que quand il aboutit au mariage, c'est une très bonne chose. Mais quand il n'aboutit pas au mariage,
c'est aussi une bonne chose parce que cela nous permet de ne pas rendre l'autre malheureux ou malheureuse. Donc cela nous permet quand même de gagner quelque chose, d'aller encore chercher son bonheur ou d'être préparé encore mieux à cette vie-là de mariage. Et là, il y a une question sur laquelle il faudrait qu'on rebondisse, par exemple. Ce serait une sorte de suivi post-traumatique. Parce que c'est forcément un traumatisme que la personne va subir. Oui. On a vu des gens qui ont sombré pour certains dans l'alcool, pensant pouvoir noyer leurs soucis. Pour d'autres qui ont pris des décisions, certains même sont allés jusqu'à se faire du mal eux-mêmes, à se pendre, etc. Quel serait le rôle, par exemple, de la famille à jouer dans une relation de fiançailles qui n'a pas abouti, par exemple? Quelle serait l'attitude, quelle peut être l'attitude des parents, des membres de la famille envers l'homme ou la femme qui, après une période de fiançailles, n'ont pas abouti au mariage? Alors c'est une très bonne question qui demande beaucoup trop de sagesse avant de donner une réponse parce que ce n'est pas quelque chose de facile à vivre, déjà pour la personne impliquée et qui plus est aussi pour la famille. Parce que vous voyez, le mariage est un symbole qui vient apporter l'honneur pour la famille de la femme et pour l'homme. Nous avons élevé un homme qui prend maintenant sur sa responsabilité une femme. Et pour la femme, c'est, voilà, nous avons élevé une femme qui a trouvé grâce aux yeux de son homme, un homme qui considère que, voilà, cette femme mériterait de tenir son foyer. Alors, lorsque ces promesses, cet engagement est rompu, ça fait quand même mal, parce qu'il faudrait se dire, voilà, quelque part, notre fils, notre fille n'est pas digne pour l'un, pour l'autre, voilà. Mais je ne pense pas que ça doit être une très mauvaise finalité. On s'encourage. Voilà, les parents demanderaient sans doute la cause même de cette rupture de fiançailles. Et tant que cette cause-là n'est pas quelque chose du ressort de leur fille, d'ailleurs on nous dit par Gandhi de nous soucier que des choses qui dépendent de notre volonté. Tant que cela ne dépend pas d'eux, je ne pense pas qu'ils doivent être mécontents ou pour se dire qu'ils n'ont pas fait un très bon travail avec leur enfant, mais carrément l'encourager pour lui dire ce n'était pas le bon, ce n'était pas la bonne, tu trouveras chaussure à ton pied. Et d'ailleurs, Jean-Benoît Casterman fait toujours, donne toujours ce petit conseil au début de presque tous les livres de sa collection. Revenons encore à nos influenceurs, à nos influenceuses. Parce que depuis un moment, il y a une idée qui s'installe petit à petit dans les têtes des gens. C'est quand on est fiancé ou quand on est en couple, il faut s'espionner. Ne pas faire confiance à son homme, pas faire confiance à sa femme. Et donc, on essaie de s'espionner par toutes les manières possibles. On fouille dans les téléphones de monsieur pour voir s'il y a une preuve de sa culpabilité. On va fouiller dans les téléphones de la femme pour voir s'il y a une preuve de sa culpabilité. Quand on ne donne pas de mot de passe, ça pose problème. Il faut fouiller dans le porte-monnaie, dans le sac, etc. et tout. Est-ce que c'est un bon départ de la relation, le fait de pouvoir à tout moment s'espionner pour savoir si l'autre ne nous trompe pas? Ah, ok. Mais Jean-Marc, tu me mets dans l'embarras. Je ne suis pas encore fiancé. Alors, je ne suis pas encore fiancé, mais je dois le dire tout de suite. On nous dit par un enseignant que le téléphone d'un homme, c'est un peu comme un oignon. Alors, vous imaginez que quand vous le coupez, il vous fait pleurer. Alors, plus on fouille dans le téléphone d'un homme, plus on a des raisons de verser des larmes. Je ne dis pas non plus aux messieurs qui m'écouteraient, je ne sais pas, continuer ainsi. Mais ce n'est pas le moment de s'espionner, c'est le moment de se faire confiance. C'est durant ce moment où, voilà, tel qu'on est mon mot de passe, mais n'a pas besoin de fouiller mon téléphone. Je n'ai rien à cacher, mais il y a un mot de passe sur mon téléphone. Si tu veux fouiller le téléphone, bah, tu n'as qu'à le fouiller. Et quand tu le fouilles, c'est que tu n'as pas confiance quelque part. Tu sens que
quelqu'un, quelque part, pourrait me donner ce que tu n'arrives plus à me donner. Donc là, il faudrait se remettre en cause. Ce n'est pas le moment de s'espionner, mais c'est le moment de réajuster des valeurs, réajuster les choses en commun qu'on a avec le partenaire. Et d'ailleurs, à propos de la confiance, il y a un jour un sage qui a dit que la confiance, c'est une fleur très rare et magnifique comme l'orchidée et qu'il faut très bien entretenir. Si tous les paramètres ne sont pas pris en compte, elle va finir par faillir. Oui, oui. Alors nous allons petit à petit vers la fin de ce magazine. Très chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, c'est un livre très intéressant, il y a beaucoup de questions qu'on ne va pas épuiser. Ce sont des questions qui vont continuer en famille, à la maison, avec les amis, dans nos groupes WhatsApp, pour essayer de nous entraider les uns les autres. Alors Franck, cette fois-ci, ce serait une question globale. Les fiançailles à la loupe. Qu'est-ce que ceux qui nous ont suivis peuvent retenir de ce livre? Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, c'est un sujet assez large que nous ne saurons pas éponger en si peu de temps, mais les fiançailles, ce qu'il faudra en retenir, c'est que c'est un temps d'apprentissage. On ne cesse pas d'apprendre, alors les fiançailles sont là justement pour ponctuer une certaine période, une certaine étape qu'on vient de franchir dans la relation. Les fiançailles marquent le début d'une nouvelle école. C'est par les fiançailles qu'on se dit, est-ce que je veux vraiment passer ma vie aux côtés de cet homme, de cette femme? Est-ce que je veux vraiment que cette personne soit le père ou la mère de mes enfants? Alors, durant les fiançailles, on se pose toutes ces questions. On doit voir l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, avec sa laideur, sa beauté. Nous sommes laids tous quelque part. Alors, il faudrait accepter cela. J'accepte. Tu es laid de telle manière, je t'accepte. Et on fait en sorte que cela puisse ne pas retomber sur nos enfants, sur le foyer que nous voulons construire. On va essayer dans les fiançailles de s'adapter au rythme de l'autre, de choisir une voie pour notre mariage. Dans quelle voie nous allons évoluer dans notre mariage? Serait-ce une voie de dispute éternelle, de débauche, de tromperie? C'est dans les fiançailles que tout cela se détermine. Voilà. Merci beaucoup Franck pour ces mots. Chers amis auditeurs, amis téléspectateurs, le livre, il semble être petit, mais il a une densité qui ne dit pas son nom. Ah, il est trop grand. Il pèse. Merci à notre ami Franck, notre consultant Franck, pour cette rubrique jeunesse. Et pour le numéro prochain, nous allons parler d'un livre très intéressant, Comment entamer et réussir une relation amoureuse. Waouh! C'est un livre. Je me rappelle dans un des numéros, j'ai eu à poser une question sur comment est-ce qu'il fallait entamer une relation amoureuse. Et je crois qu'aujourd'hui, on vient de trouver la recette magique. Oui, oui. Qui sera objet de l'émission prochaine. C'est comment entamer et réussir une relation amoureuse. Un livre écrit par un jeune, René Eligan. En le voyant, je pensais que c'était un vieux. Ok. Mais c'est un jeune comme nous qui s'adresse aux jeunes. Et chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, ça fera objet de numéro prochain. À vous tous qui avez suivi ce magazine, dites merci à toute la grande équipe technique qui ne cesse de se battre pour que vous nous suiviez de partout. Nous disons merci à notre invité qui a pu laisser ses occupations et nous joindre. Franck, merci beaucoup. Merci Jean-Marc et merci aussi aux sœurs de Pauline pour cette invitation. C'était un plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, cher consultant. Alors, pour tous ceux qui aimeraient avoir le livre, n'hésitez pas à passer à la librairie Avenue Le Mani, numéro 48. Vous allez trouver le livre et ça fera une aubaine pour l'émission de la fois prochaine. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur notre page YouTube Un livre, 1000 idées. Abonnez-vous et activez la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici et là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Au revoir. Je te dirai ce que